Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, que vous nous regardiez sur YouTube, sur notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur lemediatv.fr. Soutenez la riposte du média, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Au cœur de l'actu, c'est tout de suite. Cette édition d'Au cœur de l'actualité est la dernière de cette saison. Comme chaque année, une programmation d'été un peu plus légère, mais tout aussi pertinente, prend le relais. Cette dernière édition est un peu spéciale. En raison de la canicule, nous ne la tournons pas en direct à 19h, mais ce lundi matin à 10h pour une diffusion en différé. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un événement inédit dans les paysages judiciaires français, l'assignation en justice de BNP Paribas, l'une des plus grandes banques européennes, par l'association Juristes pour le respect du droit international, Jurdi, pour manquement à son devoir de vigilance. Pourquoi cette plainte? Que reproche-t-on concrètement à la BNP Paribas? Selon les plaignants, la banque aurait participé directement ou indirectement au financement d'activités israéliennes pouvant constituer des violations graves du droit international humanitaire, notamment dans la bande de Gaza. Parmi les éléments pointés, un rôle central dans l'émission d'obligations à hauteur de 8 milliards de dollars pour le compte du gouvernement israélien, ou encore des liens avec Elbit Systems, un des principaux fournisseurs d'armes de l'armée israélienne. En vertu de la loi française sur le devoir de vigilance adoptée en 2017, les grandes entreprises doivent publier chaque année un plan recensant les risques liés à leur activité, notamment en matière de droits humains, et expliquer les mesures mises en œuvre pour les prévenir. Or, dans son plan 2024, BNP Paribas n'aurait même pas mentionné ces activités sensibles malgré leur ampleur. Alors que la Cour internationale de justice a rappelé en janvier 2024 le caractère illicite de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et le devoir des États de ne pas apporter aide ou assistance au maintien de cette situation, cette affaire soulève une question cruciale. À partir de quand la complicité devient-elle silencieuse? Avec nous aujourd'hui pour en parler, Iman Habib, qui est animatrice de BDS France, un mouvement citoyen qui dénonce justement la complicité des institutions françaises dans l'occupation israélienne et œuvre à une pression non violente fondée sur le droit. Et maître Mathilda Ferré, avocate au sein du cabinet Ancil, qui représente l'association Jurdi dans cette procédure contre BNP Paribas. Avant de rentrer dans le cœur de notre échange, rappelons brièvement à quoi correspond la loi sur le devoir de vigilance adoptée en 2017 déjà. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Et justement, peut-être en une phrase pour appeler Maître Ferré, comment expliquer justement cette loi de 2017 ? Alors la loi sur le devoir de vigilance, elle s'applique aux grandes entreprises françaises, donc il y a certains seuils à respecter, mais donc la BNP en fait partie de ces grandes entreprises françaises, et elles doivent tous les ans publier ce qu'on appelle donc un plan de vigilance. Et donc ce plan, il doit identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains, envers la santé et la sécurité des personnes et envers l'environnement. Et elle doit, donc l'entreprise soumise à ce devoir de vigilance, publier ce plan, mais également le mettre en œuvre de manière effective. Et justement, est-ce que c'est la première banque française qui est visée aussi directement pour sa responsabilité dans un contexte de conflit armé? Peut-être Alors, ça fait partie, la BNP fait partie de ce qu'on appelle les banques complices. En fait, on a lancé il y a quelques mois une campagne avec ATTAC et l'association France-Palestine Solidarité. Une campagne qui s'appuie sur un rapport de DBIO, Don't Buy Into Occupation, qui est une coalition d'associations européennes et palestiniennes, qui documente la complicité de la BNP dont on va parler. Et effectivement, malheureusement, ce n'est pas la seule banque impliquée aujourd'hui. On a plusieurs banques, mais le degré de complicité de la BNP, effectivement, fait qu'il y a assez de démarches en cours pour amener la BNP finalement à se désengager de ces violations du droit international. Et c'est une action qui est quand même assez symbolique. Ça reste une des plus grandes banques européennes. Oui, tout à fait. Et si je peux compléter, oui, pour dire que justement la BNP, elle a déjà été visée par des actions fondées sur le devoir de vigilance, mais la nouveauté de cette action, c'est justement que notre action s'inscrit dans un contexte de conflit armé international en cours, et donc c'est ce qui fait partie notamment des innovations de l'action en justice.
Et justement, quelle est la portée de cette affaire? Pourquoi déjà BNP Paribas? On l'a un peu rappelé dans l'introduction, mais un peu expliqué aussi pour peut-être ceux qui ne le savent pas. Pourquoi BNP Paribas et pourquoi maintenant? Alors, on a appris dans un rapport de Pax Profondo qui date de juin 2024 que la BNP a accordé 6,4 milliards de prêts et de souscriptions aux plus importants fabricants d'armes qui fournissent l'armée israélienne. On a appris par ailleurs que la BNP avait accordé 91 millions de dollars à Elbit Systems à travers des prêts là aussi. Elbit Systems, c'est l'entreprise militaire israélienne dont les armes sont utilisées directement en direction du génocide en cours dans la bande de Gaza. Donc c'est extrêmement grave en termes de complicité. Et puis par ailleurs, on a appris que la BNP possède des actions dans 58 entreprises complices et leur a fourni des crédits pour presque 33 milliards de dollars. Donc c'est toutes ces complicités aujourd'hui, ça fait partie d'une accumulation de faits qui font qu'effectivement il y a des démarches spécifiques en direction de la BNP qui doit effectivement prendre la mesure de ce que vous disiez tout à l'heure sur la Cour internationale de justice qui a appelé en janvier dernier les États et les institutions et les entreprises à ne pas prêter assistance à ces situations de maintien de la situation dans le territoire palestinien occupé. Donc c'est un avis très fort de la Cour internationale de justice. Et aujourd'hui, les entreprises, et notamment françaises, ne peuvent pas faire comme si de rien n'était au regard de ces décisions de justice et ne peuvent plus faire effectivement être complices de violation du droit international. C'est tout l'objet de ce qu'on fait au niveau de la campagne BDS France. On se réunit, on se retrouve très régulièrement devant des agences BNP pour demander à la BNP de cesser cette complicité. Et effectivement, cette campagne, elle durera jusqu'à ce que la BNP se retire de ses investissements complices. Et justement, sur le point de vue du droit, est-ce qu'on peut parler de crime ou de complicité ? Alors, dans le cadre de notre action, celle fondée sur le devoir de vigilance, non, parce que c'est une action donc, qui est civile et elle se fonde exclusivement sur le devoir de vigilance. Ensuite, on pourrait parler de complicité si on était au pénal, donc complicité de crimes internationaux, etc. Notre action, c'est pas ce qu'elle vise. Justement, il y a ce caractère un petit peu novateur, on se fonde sur du civil, exclusivement sur le devoir de vigilance. Donc, en tout cas, pour notre action précise ici, juridique, non, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on vise. Et justement, qu'est-ce que vous attendez avec cette mesure-là, en tout cas, ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous attendez comme résultat ? Je pense qu'on attend plusieurs résultats et l'association Jourdi, pour moi, en fait, on voudrait en fait que la BNP agisse en conscience, c'est-à-dire que ce plan de vigilance qui doit être publié annuellement, c'est une occasion de revoir en fait ses pratiques, ses activités, etc. et de justement évaluer est-ce qu'elles sont porteuses de risques envers les droits humains ou pas. Nous, on aimerait que cet examen de conscience soit fait. Avant l'assignation, on a mis en demeure la BNP, donc c'est-à-dire par voie non contentieuse encore, de mettre à jour son plan de vigilance. Elle nous a répondu en substance qu'elle ne le ferait pas. Donc elle a estimé qu'il n'y avait pas, pour elle, de risques qui étaient porteurs, que ces activités étaient porteuses de risques. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que cet examen soit poussé plus loin. Maintenant, on est au stade judiciaire. Ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'en fait, la BNP agisse en transparence, c'est-à-dire que la société civile, les actionnaires, toutes les parties prenantes soient informées de ces activités et que, justement, les risques porteurs, que ces activités portent en soi, c'est soit publié, en fait, publiquement, qu'il y a un vrai exercice de conscience et de transparence de la part de la BNP. Donc, il y a BNP Paribas, justement, BDS a aussi mené d'autres campagnes, justement, contre d'autres entreprises françaises. Est-ce qu'il y a eu des résultats ? Bah oui, en fait, on mène en ce moment une campagne en direction de Carrefour. Il faut savoir que Carrefour, en fait, on a appris dans un rapport en novembre 2022, qui a été lancé par plusieurs associations et syndicats comme Solidaire et la CGT, qui s'appelle « Les liaisons dangereuses de Carrefour avec la colonisation israélienne », qui documente le fait que Carrefour a conclu un partenariat avec 2 entreprises israéliennes, Electra Consumer Product et Yenot Bitan, qui sont toutes les 2 gravement complices de la colonisation. En fait, elles sont dans la liste noire
mémoire la base de données des Nations Unies comme participant activement au processus de colonisation des territoires palestiniens. Et donc c'est une campagne qu'on mène depuis plusieurs années. On s'est retrouvé le 28 mai dernier devant l'Assemblée générale de Carrefour, où effectivement, parce que le PDG de Carrefour nous a dit qu'on diffusait des fake news, mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est documenté, ces faits sont documentés, cette complicité est documentée. On a pu voir Benjamin Netanyahou, qui est maintenant visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, aller inaugurer lui-même ses magasins Carrefour en Israël. On sait que tout ça est profondément politique, malgré les déclarations de ces dirigeants d'entreprise. Et la pression, elle fonctionne, elle commence à fonctionner, puisqu'on a appris que dans certains pays arabes, notamment en Jordanie, les partenaires historiques de Carrefour, Majed El Futaim, ont rompu leur partenariat avec l'entreprise. On sait aux dernières nouvelles que Carrefour a enlevé sa visibilité dans ses magasins dans les colonies israéliennes, dans les magasins situés dans les colonies. Mais cette complicité, elle demeure et nous maintenons cette campagne. C'est des évolutions partielles, mais nous, ce qu'on nous demandons concrètement, au regard effectivement du droit international et de l'avis de la Cour internationale de justice, c'est la fin de cette complicité, la fin de ce partenariat avec ces deux entreprises israéliennes, comme on l'avait fait en direction d'Orange il y a quelques années, où on avait remporté une victoire, puisque Orange avait un partenariat avec l'entreprise israélienne Partner, qui a installé des antennes dans les colonies israéliennes. C'est une campagne qui a duré plusieurs années. C'était une campagne internationale, puisque le mouvement BDS, c'est aussi un volet, une campagne internationale qui existe dans tous les continents. Et donc, c'est un exemple de campagne qu'on a remporté. Et effectivement, c'est ce qui se dessine en direction de Carrefour, puisque nous continuerons la campagne jusqu'à ce que cette complicité cesse. Et c'est aussi le cas pour l'assureur AXA. AXA qui avait investi dans des banques israéliennes. Il faut savoir que les banques, c'est le pilier de la colonisation des territoires palestiniens aujourd'hui. AXA avait investi dans des banques israéliennes, dans 5 banques. Ils se sont désinvestis, mais on a appris pendant le génocide en cours dans la bande de Gaza qu'ils avaient réinvesti à hauteur de 150 millions d'euros dans 11 sociétés d'armement qui fournissent l'armée israélienne pour le génocide en cours dans la bande de Gaza. Donc c'est des campagnes en cours et effectivement qu'on va continuer jusqu'à ce que ces complicités cessent, parce que là encore il s'agit d'entreprises françaises. En l'occurrence, il y en a beaucoup d'impliqués, mais là on parle bien d'entreprises françaises qui malheureusement ne tiennent pas compte des récents avis de la Cour internationale de justice et aussi des pressions populaires qu'on va intensifier dans les prochains mois. Et est-ce que, selon vous, Maître Ferré, le droit est le seul justement rempart contre justement ces entreprises qui investissent, en tout cas dans ce conflit armé d'un point de vue juridique? Est-ce que c'est le seul rempart? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un rempart c'est un rempart déjà et qui est extrêmement utile. Et c'est ce que fait l'association Jourdi, c'est qu'elle mobilise plein de moyens de droit de manière assez innovante, que ce soit au civil, en droit administratif, etc., de tenter plein de recours pour justement faire pression avec les armes à notre disposition, c'est-à-dire le droit, pour que les entreprises prennent en compte ces risques, les risques que font porter leurs activités, prennent en compte le fait que, par exemple, si je reprends l'exemple de la BNP, c'est parmi les plus grandes banques mondiales. Ce qu'elle fait a un impact énorme. Si la BNP dit, moi, j'arrête de financer, j'arrête d'investir dans LB System, ça a un énorme impact. Ça fera du bruit, ça pourra inciter d'autres entreprises, même plus petites, à le faire, etc. D'autres acteurs financiers. Donc, on aimerait, nous, qu'avec le droit, avec cet outil-là, qu'elles prennent en compte l'énorme pouvoir qu'elles ont. Et c'est tout le but de notre action. Et est-ce que vous avez peut-être essayé de les contacter, je ne sais pas si on peut dire ça, de les sensibiliser, mais en tout cas de leur faire prendre conscience de leur action? Alors, pour le cas de la BNP, c'est particulier parce qu'effectivement, la BNP, en tout cas la direction de la BNP, est parfaitement au courant de ce qui lui est reproché, puisqu'il y a tellement d'organisations de la société civile comme BDS qui l'alertent de manière, qui les rencontrent. Il y a eu des lettres ouvertes publiées avec d'autres ONG, etc. On sait, tout ça c'est documenté, et pour autant, nous on a fait le constat que dans le plan de vigilance, peut-être qu'il y a des réponses qui ont été apportées, déjà ça n'est pas public, peut-être qu'il y a des réponses qui ont été apportées au cas par cas aux associations qui les ont rencontrées, etc. Mais en tout cas, de manière publique dans le plan de vigilance, ces réponses n'apparaissent pas. Et donc pour nous, c'est une
contravention avec les obligations légales de la BNP qui doit en fait faire figurer ces activités. Donc d'une part, un dialogue a déjà été mené, mais qui pour nous ne se reflète pas dans le plan de vigilance. Et ensuite, effectivement, on a mis en demeure en décembre 2024. Donc, c'est-à-dire qu'on a écrit un courrier à la BNP en disant que, Jurdi a dit, voilà, pour nous, on estime que telle activité très précise devrait figurer dans le plan de vigilance. On a demandé de le mettre à jour et la direction nous a répondu, non, nous ne mettrons pas à jour notre plan de vigilance. Donc, ok, donc il y a eu une réponse négative. Voilà, c'est ça. Okay. Très bien. Et justement, qu'est-ce que BNP Paribas vous a répondu dans le cadre de vos actions justement avec BDS, en tout cas jusqu'à présent, sur les interpellations que vous avez fait via BDS C'est un peu pareil par rapport à ce que vous disiez. Nous, on les a rencontrés au tout début, en fait, à leur demande. Ils ont demandé à nous rencontrer quand ils ont vu qu'il y avait des actions qui commençaient à se mettre en place. Nous, ce qu'on leur a dit à l'époque, c'est qu'en fait, ils avaient tout intérêt à désinvestir, qu'on avait des... Donc évidemment, ce qui se passe, comme souvent dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles sous-estiment ou qu'elles nient leurs implications. C'est tout le temps la même chose, j'ai envie de dire, leurs implications dans la colonisation ou le génocide en cours dans la bande de Gaza, en sous-estimant les faits, en niant parfois les faits, en disant, voilà, on ne savait pas. Donc on les a rencontrés, on leur a expliqué qu'on était dans une démarche où on voulait, on était au lancement de la campagne, mais qu'on avait tout intérêt à faire en sorte que cette campagne s'arrête et que eux aussi. Et du coup, effectivement, en mettant en avant le fait que ce n'était pas encore une campagne qui était devenue internationale, la question de la BNP, mais qu'il va y avoir des répercussions effectivement à la fois sur le plan économique, mais à la fois sur le risque réputationnel de l'entreprise. Et ça aussi, c'est la force du mouvement BDS, c'est-à-dire que nous, on informe les gens, on les informe concrètement sur le degré de complicité des entreprises qui se croient autorisées à tirer profit de l'oppression du peuple palestinien, à la fois dans les colonies israéliennes, mais à la fois aussi dans la bande de Gaza. Et c'est toute notre démarche. Et donc, on a rencontré effectivement avec ATTAC et l'association France-Palestine Solidarité, il y a quelques mois, la BNP, et on continuera justement la mobilisation parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la BNP n'entend pas ce que nous sommes en train de dire et ne prend pas en compte les récentes décisions de justice de la Cour internationale de justice, ne prend pas en compte les mobilisations populaires, ne prend pas en compte non plus la colère de millions de personnes face au génocide en cours dans la bande de Gaza. Et donc, il faut intensifier cette campagne, effectivement. Justement, vu qu'on parlait d'impact, est-ce qu'on peut dire que cette action, elle peut aussi créer une forme de jurisprudence ou de précédent au niveau international ? Alors, faire jurisprudence, nous, on l'espère. Ouais. C'est ce qu'on espère, c'est d'avoir une décision qui ne sera pas tout de suite parce que la procédure est longue, ce sera peut-être dans 1 ou 2 ans. En l'état, au niveau international, nous, déjà, au niveau français, ce sera déjà une énorme victoire. Pour les faits actuels, le conflit israélo-palestinien, et plus largement, puisque nous, on met en cause le fait que la BNP, en fait, continue de financer un État et des entreprises qui sont mis en cause par des instances internationales pour la commission de crimes internationaux, dans le cadre d'un conflit armé. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça fasse justement, effectivement, jurisprudence et que les acteurs financiers réfléchissent ou se désinvestissent quand il y a des risques justement dans un contexte de conflit armé. Ensuite, il y a une directive européenne sur le devoir de vigilance qui a été adoptée mais qui n'a pas encore été transposée en droit français. Au niveau international, on espère, mais en tout cas déjà voilà, si on a une décision d'une juridiction française, une décision qui nous est favorable, on sera très heureux. Et justement, Imène, vous parlez aussi de l'impact et aussi de l'impact de la société civile. Justement, quel rôle la société civile, est-ce qu'elle peut jouer dans ce combat ? Eh bien, c'est la force du mouvement BDS. Vous le savez, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par plus de 170 associations de la société civile palestinienne. C'est la plus large coalition de la société civile palestinienne. Et aujourd'hui, il y a des campagnes BDS qui existent dans tous les continents. Et on le voit, s'il y a des avancées aujourd'hui, on le voit. Il y a des entreprises comme McDonald's, comme Coca-Cola, comme Carrefour, on a appris que Carrefour avait perdu 50% de ses bénéfices nets en 2024. Les gens se renseignent
comprennent. C'est pour ça que nous, la première chose qu'on fait, c'est de dire aux gens, informez-vous, regardez le site de la campagne BDS France et notamment la liste des produits ou des entreprises qui sont ciblées par le mouvement BDS, parce que c'est un mouvement stratégique également qui a vocation à remporter des victoires, à essayer de participer en tout cas à la lutte contre l'impunité, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a des complicités de l'Union européenne qui continue de financer l'armement israélien. L'Union européenne, il faut savoir que c'est le premier partenaire commercial d'Israël. C'est 42,6 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et donc, c'est extrêmement grave en termes de complicité. On a appris qu'il y avait une volonté en tout cas, que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël était en train d'être examiné. Il y a eu un rapport accablant en date du 23 juin dernier qui documente le fait qu'effectivement, comme nous le savions, Israël a violé ou on n'a pas respecté l'article 2 qui conditionne cet accord au respect des droits humains. Et donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la fin de cette complicité européenne, puisqu'il y a aussi des programmes de recherche. Je pense à le programme de recherche Horizon, dont on a appris que c'est le plus important au monde, qui a financé à hauteur de plus d'1 milliard de dollars entre 2021 et 2024 les universités israéliennes. Et les universités israéliennes, on le sait aujourd'hui, elles ont une complicité, chacune d'entre elles, soit dans l'armée israélienne, ou soit certaines d'entre elles sont tout simplement dans les colonies, je pense à celle de Malé Adounim par exemple, ou celle d'Ariel. Donc c'est extrêmement grave en termes de complicité. Et on a par ailleurs le fait que l'Union européenne a accordé en pleine guerre d'extermination contre Gaza un emprunt à hauteur de 847 millions de dollars à Israël. Et effectivement, on a des complicités aussi avec le gouvernement français qui, à ce jour, n'a toujours pas décrété un embargo militaire sur les armes à destination d'Israël. Il y a eu un rapport auquel BDS France a participé, qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle « Un flux ininterrompu de livraison d'armes à Israël », qui documente, comme l'ont fait Disclose avant, que la France n'a pas cessé de livrer des armes à Israël pendant ces mois de génocide. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas seulement des exportations, il faut aussi s'intéresser aux importations. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir documenter, malgré l'opacité, malgré les réponses qui sont fournies, qui ne sont pas satisfaisantes. Il faut faire la lumière aujourd'hui sur cette complicité, et c'est ce pourquoi on se mobilise, effectivement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, justement, Maître Ferré, que la procédure pourrait donc prendre plus d'1 an. Comment est-ce qu'on fait, justement, en attendant, pour continuer à nourrir, justement, le débat autour de ces assignations, peut-être au pluriel, et comment est-ce qu'on peut aussi espérer peut-être un effet d'entraînement sur d'autres cours, parce que, on reçoit souvent Jourdi et on sait que en tout cas, vous faites beaucoup pour justement mettre le doigt où ça fait mal sur certaines entreprises françaises. Alors, comment nourrir au fil de la procédure ? En fait, de manière pratique, la procédure, ce sera un échange de conclusions. Donc, en fait, un échange d'écriture entre la BNP et nous. Donc, en fait, là, la BNP va devoir répondre à notre argumentaire. Ensuite, on y répondra, etc. Donc, c'est un échange, en fait. C'est un espèce de dialogue où il y a un juge qui ensuite tranche, mais c'est un dialogue devant le juge qui se fait par écrit. Et donc, nous, pendant tout ce temps-là, on nourrit nos écritures, justement, d'action de la société civile, des informations, de nouveaux faits dont on pourrait prendre connaissance, etc. Donc, on reste quand même très connecté à l'actualité par rapport à ça. Et ensuite, nous, on espère que la condamnation de la BNP pour, en gros, manquement à son devoir de vigilance, encore une fois, éveillera un peu les consciences, quoi, et un peu éveillera le fait que la BNP, dans ses outils de communication publique, dans son code de conduite, dans tout ce qu'elle publie sur Internet, elle indique que les droits humains sont au cœur de sa pratique, que c'est l'enjeu le plus important, qu'elle s'engage à respecter tout un tas de conventions internationales, etc. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que justement, elle mette en fait ses activités en conformité avec ses déclarations publiques. Ces activités étant, en tout cas pour l'instant, beaucoup plus opaques, parce qu'on n'en sait rien. En fait, on est informé par la société civile, par des médias, etc. Mais c'est pas la BNP qui communique dessus. Et ça peut s'entendre dans une certaine mesure. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout communiquer de manière complètement transparente. Oui. Et voilà, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est que justement, le but de ce devoir de vigilance, c'est que quand il y a des risques pour les droits humains, on doit le dire.
On doit les identifier et on doit le dire. Et on doit mettre en œuvre des mesures qui sont de nature à prévenir ces risques. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. Et on espère justement que du coup, ça fera un précédent pour les grandes entreprises qui déclarent publiquement dans leurs outils de communication qu'elles se conforment aux conventions et qu'elles respectent les droits humains, de le faire de manière effective. Et est-ce que vous pensez aussi que ça peut faire évoluer le cadre juridique français et européen en matière de devoir de vigilance ? Alors oui, parce qu'en plus, au niveau français, la loi, elle date de 2017, comme vous l'avez dit, c'est très jeune, en fait, pour une loi. Donc, il y a eu très, très peu d'applications. Là, la première société qui a été condamnée vraiment au fond, c'était il y a 2 semaines, peut-être, par la Cour d'appel de Paris. Donc, c'est la première décision vraiment définitive de condamnation. Pour l'instant, on a eu des décisions, mais c'est beaucoup plus sur la forme. Okay. Parce qu'en fait, c'est vraiment, en France, un droit en construction. Et donc, nous, c'est aussi pour ça qu'on porte cette action. C'est pour, en fait, un peu définir le périmètre, ce qu'on peut en attendre, et créer, en fait, participer à la création de ce droit qui est, pour nous, porteur d'énormément d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, leur impact sur les droits humains est énorme, en fait. Avant, c'était uniquement, on s'intéressait aux États. Maintenant, c'est de plus en plus les entreprises, parce que c'est elles qui ont aussi, voilà, tellement d'activités de manière internationale, etc., qui sont porteuses de risques. Et au niveau européen, ce qu'on espère, c'est que, donc, comme je disais, il y a une directive de devoir de vigilance qui a été adoptée au niveau de l'Union européenne, qui n'a pas encore été transposée en France. Et on se rend compte en ce moment qu'il y a un espèce de mouvement politique qui tendrait à vouloir un peu détricoter la directive et un peu à la vider de sa substance. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'en montrant qu'en France, pour le coup, la France est assez avant-gardiste, puisqu'elle a introduit en droit français ce droit-là, ce qui est, je crois que c'est le premier pays européen à l'avoir fait, à montrer que non, il y a une application effective et ça marche. Donc il faut surtout s'accrocher et pas revenir sur cette législation au niveau européen qui est en fait tellement importante et il y a tellement de choses à faire. Merci. Et peut-être plus largement, Imen, est-ce qu'on peut encore séparer aujourd'hui justement l'aspect économique et politique quand il s'agit justement de conflits armés, de génocide et de droits humains ? Absolument pas, parce que ça, vraiment, ces entreprises, c'est ce qu'on le dit, elles ont une responsabilité et comme tu vous le soulignez, en fait, elles mettent en place et elles se targuent d'ailleurs d'avoir des engagements, des chartes éthiques. Je pense à Carrefour et je pense à la BNP aussi par ailleurs. Donc tout ça est contredit en fait par la réalité qu'on est en train de documenter. Et effectivement, on peut pas séparer. C'est exactement ce que nous dit Carrefour. Quand on interpelle Carrefour, ils nous disent nous on fait pas de politique. Parce qu'on a pu voir concrètement. C'est des offres d'emploi dans la colonie de Malé Adounim. C'est des publicités de Carrefour Israël avec la carte du Grand Israël qui exclut complètement les territoires palestiniens occupés. C'est le fait, comme je disais tout à l'heure, que c'est le criminel de guerre Benjamin Netanyahou qui est maintenant visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui va lui-même inaugurer ses magasins Carrefour. Et donc, Carrefour ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne fait pas de politique et c'est exactement l'objet de notre contestation aujourd'hui. C'est-à-dire que ces entreprises participent au processus de colonisation des territoires palestiniens, au régime d'apartheid, parce que c'est un régime d'apartheid aujourd'hui qui est largement documenté, et participent à ce système d'oppression des Palestiniennes et des Palestiniens qui sont chassés de leurs terres. Et donc aujourd'hui, effectivement, le rôle des sociétés civiles, le rôle des institutions, c'est de mettre fin à cette impunité et c'est vraiment là aussi on est au cœur de ce qui se passe en termes d'impunité. C'est aussi pour ça que le mouvement BDS se mobilise. On a fait un communiqué pour dire 20 ans qu'on attend des sanctions puisque le mouvement BDS a été lancé en 2005 et donc c'est tout ce processus-là aujourd'hui qui met en lumière la complicité de ces entreprises et effectivement on va continuer ces campagnes pour leur demander de mettre fin à ces violations. Merci beaucoup Imen Habib et merci Maître Mathilda Ferré. Merci à vous d'avoir été fidèle à cette émission pendant toute la saison. Au cœur de l'actu prend sa pause estivale, mais la contre-matinale et le journal des luttes continuent durant tout le mois de juillet. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée.